se pose, c'est sur quoi il faut agir. Quand il y a des problèmes qui sont locaux avec des effets mondiaux, il y a des problèmes qui sont mondiaux avec des effets locaux. Comment le droit doit-il agir? Et comment est-ce qu'il vaut mieux préparer un instrument international ou préparer un instrument national modèle et ensuite inciter les États à le suivre en ayant évidemment à l'esprit que les situations sont extrêmement différentes. Donc le choix de la voie juridique est un choix extrêmement important. On en a vu hier un certain nombre d'exemples. Alors, les choses vont avancer au fil des 2 journées. Peut-être on peut prendre quelques questions maintenant, mais peut-être que les réponses viendront un peu plus tard. Pascal Lieu et moi-même, nous serons avec d'autres ce soir à 20h à Stéréolux, où là il y aura aussi un débat. Et puis on voit que les questions que nous évoquons ce matin ont des prolongements via la mondialisation sur les questions de mondialisation des investissements et aussi du commerce, ce qui nous permettra de poursuivre cet après-midi. Donc peut-être quelques questions, mais il est possible que les questions, on y trouve de réponses que cet après-midi ou ce soir ou demain, selon le thème. Qui veut? Là-bas. Allez-y au moins comme ça, si vous parlez haut et clair, et puis je relayerai si besoin. Bonjour, je m'appelle Laura et je fais partie de la FIAM. Donc ma question est pour Pascal. Déjà un petit commentaire. Il me semble que les terres sont quand même mal distribuées en ce moment et il ne faudrait pas négliger les efforts qu'on doit continuer à faire pour faire des réformes agraires partout, avant de penser aussi aux investissements. Et puis pour cette partie des investissements, complètement d'accord sur le fait qu'il faut investir dans l'agriculture et d'une autre façon. Mais il me semble que c'est important de penser si on va investir en permaculture ou si on va investir en machines. Donc si jamais il y a un peu plus de détails sur quel type d'investissement, j'aimerais bien le savoir. Merci. On va prendre plusieurs observations ou questions en même temps. Merci, bonjour. Je m'appelle Hugo Munoz, professeur à l'Université de Costa Rica, Pontois. Une petite question à la fois pour M. Pascal Lieu et pour M. Mousseau sur le Plan Institut. Et ça a été évoqué tout à la fin, la question sur la distinction entre l'investissement étranger et l'investissement national. Mais évidemment, lorsqu'il y a une affaire aussi ardue, l'investisseur veut justement mettre en avant son caractère international pour avoir accès à ces juridictions-là qui les donnent un peu des bénéfices, ou peu de bénéfices pour reivindiquer ces arguments. Mais est-ce que c'est possible vraiment, dans la plupart des cas, de faire la distinction entre investissement étranger et investissement national au niveau de l'accaparement des terres? Par exemple, dans mon pays, tout investisseur étranger va constituer une société nationale. Alors, je me pose la question sur ce point-là qui peut être intéressant à explorer aussi. Merci. Je vais essayer de parler fort. Johan Negociu, École normale supérieure de Lyon et directeur de l'Institut Michel Serres sur les ressources naturelles et les biens publics. Ma question va à FAO. Vous avez parlé de nourrir le monde en 2050. Ma question, en essayant de faire une agriculture de plus en plus durable, comment la FAO voit nourrir les 8 milliards en 2024? Là, ce sera plutôt ce soir, Johan, qu'on répondra à cette question. Ça va nous laisser un peu le temps pour y réfléchir. Merci. Bonjour, je suis une citoyenne
Que pensez-vous, et ma question s'adresse à Pascal Liu de la FAO, et ainsi qu'à Jérôme Bouquet-Elkaïm. Que pensez-vous de cet argument qui consiste à cesser la production de viande et sa consommation en Occident, énergivore en eau et en électricité, polluante, pour mieux investir l'espace en agriculture végétale et céréalière? Une dernière question, vous aurez l'occasion d'en poser d'autres tout au long de ces 2 journées. Mais on doit suivre, je regarde en même temps la question des horaires. Bonjour, je m'appelle Bandjoubou Kourouma, je suis représentant de la femme au Mali, l'association des femmes agricultrices du Mali. Donc, la question en fait, qui m'interpelle aujourd'hui, c'est surtout sur la gouvernance. Et parce que là, nous, on est confronté en fait, avec l'Office du Niger du Mali, qui avec un accaparement en fait, qui prend de l'ampleur actuellement pour les paysans maliens. Et c'est pourquoi la femme, parce qu'en fait, ça fragilise beaucoup en fait, les structures locales, le développement économique et surtout la scolarisation des enfants. Donc aujourd'hui, quelle politique en fait, internationale a été mise en place? Parce que au niveau du Mali, quand même, c'est vrai que c'est un pays qui fait beaucoup parler de lui actuellement, mais pas dans le domaine agricole. Il y a quand même un désert politique à ce niveau-là. Et on a du mal à mobiliser, malgré tous les efforts qu'on a faits. Et on ne désespère pas, mais aujourd'hui, on a besoin de réponses en fait, de ce côté-là. Et c'est vrai que l'agriculture, avec les grandes instances, c'est d'abord les agriculteurs, parce que par la présence des Béninois et autres, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui sont les premiers acteurs. Donc, quel moyen effectif leur a été donné? Telle est ma question. J'en profite pour signaler que nous avons un travail, une publication fait avec un des membres de l'équipe LASCO, un jeune malien qui est là-bas dans le fond, et sur le code des investissements au Mali qui a été mis en œuvre en août 2012, en plein milieu de la crise. Et un code qui nous paraît, en tout cas d'un point de vue juridique, comme extrêmement ouvert et favorable à des investissements étrangers non contrôlés et non limités. Ça nous a paru assez inquiétant pour qu'on réalise un travail sur cette question. Alors, peut-être Pascal. Alors, je vais d'abord répondre à la question de Laura sur quel type, en fait, la question c'était quel type de système de production, dans quel type de système de production investir. Alors, je pense que, vu les contraintes qu'on a actuellement sur les ressources naturelles, clairement, c'est des systèmes de production durables qui sont nécessaires. Évidemment, qu'est-ce qu'on appelle un système de production durable? Les définitions varient selon les personnes auxquelles vous parlez. Et je pense que absolument les systèmes, les techniques agroécologiques, d'agriculture biologique, les systèmes aussi de permaculture, ces systèmes en fait qui valorisent au maximum les ressources naturelles locales et essayent de recycler les déchets et donc avoir en sorte un espèce de système qui est... Alors c'est difficile que le système soit totalement fermé, mais disons le plus dépendant possible des ressources locales. Je pense que ce sont des systèmes intéressants à développer et que l'investissement devrait porter et se focaliser sur ce type de système de production durable. La mécanisation agricole, elle peut avoir des avantages dans un certain nombre de cas, et elle peut être nécessaire dans un certain nombre de cas, mais elle pose aussi un certain nombre de questions, dont notamment l'utilisation des énergies fossiles, l'utilisation intensive des énergies fossiles. Est-ce qu'elle est nécessaire dans tous les cas? Est-ce que dans certains cas, il y a d'autres alternatives? Je pense que là, la question est ouverte. On ne peut pas trancher de manière claire en disant oui ou non, mais je pense que les investissements agricoles devraient se porter avant tout sur des formes d'agriculture durable, donc avec une forte utilisation des ressources locales, que ce soit les ressources naturelles, mais aussi la main-d'œuvre locale, le savoir-faire local, les ressources génétiques locales aussi, la biodiversité. Je pense que c'est très important. Est-ce que je réponds à différentes questions? Alors,
Est-ce que c'est la question du Costa Rica? Est-ce que c'est utile de faire une distinction entre les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers? Alors moi je dirais que non. Ce qui est plus utile, c'est de faire une distinction entre les modèles d'investissement. Un modèle d'investissement comme celui qu'on a vu dans l'industrie de la forêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est certainement pas un bon modèle. Par contre, certains modèles d'investissement sont très intéressants. Et à la limite, peu importe que ces bons modèles soient le fait d'investisseurs nationaux ou étrangers. L'important, c'est qu'ils amènent vraiment quelque chose aux communautés locales et au développement économique local des communautés. Et en respectant leurs droits et aussi en valorisant le potentiel de ces communautés. Parce que ces communautés ont énormément à offrir. Le problème, c'est que les investisseurs étrangers ne le savent pas toujours, et ça, à la limite, ça peut se comprendre parce qu'ils viennent de l'étranger. Mais le problème, c'est que les gouvernements, et en particulier les gouvernements locaux, les agences locales des gouvernements, ne le savent pas non plus toujours, et ça c'est gênant, parce que s'ils ne sont pas capables de connaître le potentiel de leur propre communauté, on a un peu un fossé qui peut donner lieu à des abus tels qu'on l'a vu dans la vidéo. Alors, la question sur cesser la production de viande pour mieux investir dans la production végétale. Alors, ça c'est une question très intéressante qui me tient beaucoup à cœur. Alors, bon, je pense que vous savez tous, dans cette fameuse donnée, que pour produire un quintal de blé, il faut 100 litres de l'eau, alors que pour produire un kilo de viande, il en faut 10 000, donc 100 fois plus, je pense que ça, c'est connu de tous. Donc, le problème qu'on a actuellement, qu'est-ce que c'est qu'on a des pays qui, jusqu'à présent, consommaient peu de viande par tête d'habitant, qui ont eu accès donc, au développement économique et donc qui consomment de plus en plus, en particulier la Chine et l'Inde. On voit le taux de consommation de viande par capita s'envoler. Et donc ça crée évidemment un problème. Alors, il est clair que si le monde devait consommer par tête d'habitant ce que l'Amérique du Nord, les Américains du Nord consomment, il y aurait un gros problème de durabilité et une trop forte pression sur les ressources naturelles. Donc il faut trouver une voie intermédiaire. Alors, réduire la consommation de viande, oui, je pense qu'effectivement, c'est très important pour tous. On n'a pas besoin de consommer de la viande tous les jours, on n'a pas besoin d'en consommer même de grandes quantités. Après, alors, il y a tout un débat avec les nutritionnistes, c'est vraiment on doit supprimer toute consommation de viande ou pas, mais je n'entrerai pas là-dedans, c'est pas ma spécialité. Par contre, d'un point de vue de la FAO, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi différents types d'élevage. Donc, il faut toujours faire attention à ne pas généraliser. Vous avez les gros élevages intensifs qui sont extrêmement polluants, qui détruisent les ressources naturelles, qui créent des problèmes aux communautés qui vivent aux alentours et qui ne sont pas non plus créateurs d'emplois, ils détruisent les emplois plutôt. Vous avez aussi le petit élevage extensif, je pense aux pays sahéliens par exemple, l'élevage d'ovins extensif, l'élevage caprin. Et là c'est extrêmement important parce que si vous supprimez ça, qu'est-ce que les gens vont avoir comme source de revenus pour assurer leurs moyens d'existence? Parce qu'il y a des régions désertiques ou quasi-désertiques où la culture végétale n'est pas possible par manque d'eau, et donc vous avez quand même des formes d'élevage qui sont très importantes pour les populations locales. Donc je dirais qu'il faudrait trouver une formule, disons intermédiaire, plus de réduction et surtout de limitation sur les grands élevages de type agro-industriel, plus qu'une interdiction ou une disparition pure et simple de l'élevage. Mais effectivement, investir dans les productions végétales, c'est extrêmement important. Je vais passer la parole aux autres, j'ai beaucoup parlé. Oui, je vais apporter un petit complément de réponse à la dernière question. Et effectivement, je pense qu'il y a différentes manières de produire de la viande. Personnellement, j'ai eu l'occasion de travailler avec différentes communautés autochtones nomades, les Touaregs notamment. Je rappelle que par exemple, il y a quelques années encore, l'élevage nomade et semi-nomade Touareg, ça représentait 11% du PIB d'un pays comme le Niger. On a des zones à travers la Terre qui sont des niches écologiques dans lesquelles les activités d'élevage extensif se sont naturellement développées, effectivement. Essayer de centrer la production de viande sur ces régions-là, ça permettrait tout d'abord de maintenir cette adéquation entre une activité agricole et une niche écologique, et en même temps de soutenir les modes de vie traditionnels. Autre exemple, j'ai travaillé quelques années avec des communautés semi-nomades d'Asie centrale, Kirghizistan, Kazakhstan. On est sur le même schéma. Et ce qui était intéressant à l'époque, j'étais allé là-bas juste après, 2 ans après l'accès à l'indépendance de ces pays-là, qui étaient sortis du bloc soviétique, des pays qui étaient restés avec une économie un petit peu moribonde, et on constatait même qu'il y avait un retour en fait au semi-nomadisme
par nécessité et par souci de survie. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant ici et que effectivement on peut produire autrement la viande dans le cadre de schémas extensifs et que ça peut en plus contribuer à la prospérité de communautés locales et au maintien de leur mode traditionnel. Tout à fait d'accord, et je rajoute que beaucoup des populations semi-nomades agro-pastorales en Afrique sont aujourd'hui les premières victimes de l'accaparement des terres. On veut remplacer cet élevage qui est pourtant une utilisation optimale des ressources par de l'agriculture intensive et des plantations de sucre et autres, et on crée là-dessus des vraies catastrophes pour des millions de personnes en Afrique. Je voulais répondre aux commentaires de Simon sur les titres collectifs. Je crois que ce que je disais, c'était vraiment par rapport à la Banque mondiale. Les titres collectifs, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour défendre les droits des agriculteurs et défendre leurs terres, ou est-ce que c'est pour collectivement les offrir à des investisseurs étrangers? Et je crois que la distinction se fait là-dessus. Effectivement, des titres collectifs pour protéger les droits des populations, c'est excellent, mais attention, parce qu'il y a des arrière-pensées dans ce qu'on nous vend parfois. Oui. Et les titres collectifs peuvent avoir aussi cette vertu dans les pays dans lesquels ce sont les femmes qui sont agricultrices et les paysannes et les hommes qui ont la terre. Le titre collectif permet de rétablir une égalité hommes-femmes dans la communauté. Nous allons en rester là pour ce matin.